Cher Mathieu, je voulais te remercier pour tout ce que tu m'as apporté en matière de méditation. Bon. Puisque finalement, enfin, tu m'as apporté toi en tant que personne, puis en tant que représentant de ce courant de la méditation bouddhiste, parce que vraiment, quand on regarde aujourd'hui ce qui est en train de se passer dans le champ de la médecine et de la psychologie, on s'aperçoit que toutes ces approches de méditation de pleine conscience, que tu connais bien, donc cette méditation laïque, codifiée, validée par la science, mais inspirée par les approches bouddhistes, cette approche donc de pleine conscience est vraiment en train de changer de façon presque révolutionnaire notre manière de soigner et d'être des soignants. Donc ça aura été j'aime beaucoup dire aux étudiants, par exemple, lorsque je fais cours, que c'est un très bel exemple de mondialisation réussie. Finalement, cet apport oriental, revisité par les Occidentaux, un peu voilà, cadré, rationalisé, validé par la science, et c'est vraiment un très bel outil dont nous disposons. Effectivement, donc ça a été lancé, comme on le sait, par Jon Kabat-Zinn il y a environ 35 ans, je crois, dans un milieu hospitalier. Donc les gens souffraient beaucoup, non seulement les patients, mais aussi les soignants souvent. Et donc, méditation à l'époque, c'était pas très bien vu, ça faisait un peu bizarre. Donc il a parlé de réduction du stress par la pleine conscience, puisque tout le monde est d'accord que c'est bien de réduire le stress. Et donc, dans ce milieu hospitalier, forcément, on avait affaire à des gens qui souffraient, donc la notion de compassion allait de soi, parce qu'on est là pour les aider. Et donc, ça a effectivement eu un grand retentissement, ça a apporté une aide considérable. Et c'est évident que pour ce faire, il fallait simplifier. C'est vrai que la notion de pleine conscience dans le bouddhisme est beaucoup plus vaste. Il y a aussi une composante éthique, pleine conscience de est-ce que cette pensée va amener de la souffrance ou du bonheur. Est-ce que, par exemple, la haine, par exemple, il ne suffit pas de la regarder sans jugement parce que c'est quelque chose qui va détruire le bonheur de tout le monde. Et ensuite, pleine conscience des antidotes appropriés contre la haine. Donc, ce n'est pas simplement laisser les choses telles qu'elles sont. Donc ça devient beaucoup plus riche et complexe, mais c'était trop difficile d'introduire ça pour que dans un hôpital, à la fois un professeur d'université et un camionneur puissent en profiter de manière égale, sans discrimination de niveau de culture ou d'éducation ou autre, s'adresser à des êtres humains qui ont leur propre esprit, leur propre souffrance et les aider. Donc ça a été magnifique et ça a beaucoup aidé. Mais c'est vrai que c'est un côté un tout petit peu simpliste. Peut-être ça manque aussi d'une motivation altruiste, parce qu'on fait ça pour aller mieux. Mais au cœur du bouddhisme, quand on fait la méditation sur la pleine conscience, c'est aussi avec l'idée qu'on va devenir meilleur pour pouvoir aider les êtres à se libérer de la souffrance. Donc ça, c'est pas évident en tant que motivation. Il y a aussi la vue, par exemple, de la vacuité des phénomènes. Alors là, c'est complètement éclipsé dans le... Non, mais tu as raison, Mathieu, mais ça, on ne pouvait pas débarquer. C'est pour ça, on ne pouvait pas. Avec on ne pouvait pas. Donc c'est pour ça. Donc il n'y avait pas d'autre moyen de faire. Il y a une chose, à mon sens, que l'on pourrait introduire sans trop compliquer les choses, notamment du fait que la pleine conscience maintenant est enseignée aussi en entreprise, par exemple, dans le monde du travail ou dans l'éducation. C'est qu'on pourrait imaginer... Alors, ce n'est pas beaucoup produit jusqu'à maintenant, mais enfin, on peut très bien imaginer que ça sert instrumentalisé pour rendre les gens simplement plus efficaces, pour qu'ils travaillent plus efficacement un plus grand nombre d'heures sans se fatiguer, et donc pour faire mieux marcher l'entreprise et faire plus de profit. Donc, en quelque sorte, ça serait une sorte de staccanovisme de l'entreprise, du travail, dans lequel la méditation devrait être un outil pour les rendre plus performants. Donc, il me semble que... et puis, on peut imaginer des situations où... je ne sais pas, un tireur d'élite et un tueur à gages, il faut avoir pleine conscience, parfaitement concentré, sans être distrait dans le moment présent, etc. etc. On ne peut pas dire que c'est un but très louable dans l'existence. Donc je pense que si on parle de pleine conscience bienveillante, dès le départ, on écarte toute possibilité de déviation. Il n'y a pas de tueur d'élite bienveillant, il n'y a pas de psychopathe bienveillant, il n'y a pas de patrons qui n'ont qu'une idée, c'est d'essorer le maximum de leurs employés comme une serpillière. Ce n'est pas très bienveillant. Donc la bienveillance donne une composante humaine beaucoup plus utile. Et je pense que vu le succès considérable de la pleine conscience ou de la présence attentive, quel que soit le nom qu'on lui donne, ça serait une bonne chose d'introduire de façon sans ambiguïté la notion de bienveillance dès le départ. C'est vrai que Jon Kabat-Zinn dit souvent que ça vient naturellement. Enfin bon, l'idée que ça vient comme un sous-produit, vaut mieux assurer le truc dès le départ. Donc ça me paraît une idée importante. Oui. Alors moi, je ne suis pas 100% d'accord avec toi pour l'instant. Peut-être je le serai dans quelques temps, ou l'inverse. Moi, je pense que si on présente trop de choses en même temps, alors je raisonne toujours pareil par rapport à nos patients, à des gens qui souffrent ou à des gens qui ne connaissent rien de l'univers de la méditation,
c'est peut-être un petit peu trop ambitieux, trop complexe. Et puis, tu sais comme moi à quel point il y a de la méfiance par rapport à cette notion d'amour bienveillant, d'altruisme. On va se faire exploiter. Exactement. Et si en entreprise, par exemple, tu demandes aux gens de faire de la pleine conscience bienveillante, oulala. Vis-à-vis de la compétition. Mais oui. Et donc, moi, il me semble que justement, un des traits de génie de John Kabat-Zinn, ça a été de présenter cet outil comme étant au départ un outil peut-être de stabilisation attentionnelle, de pacification émotionnelle, qui soit une porte d'entrée. Et une fois que les gens ont appris à le maîtriser, là, ils voient bien que ce n'est qu'un outil, c'est comme la marche, ça fait du bien de marcher, mais à un moment donné, tu comprends que tu peux aussi te servir de la marche pour aller vers quelque chose. Et à ce moment-là, on peut proposer un travail spécifique sur la compassion dans un second temps qui vient très naturellement. Parce que tu sais comme moi qu'il y a aussi des études qui montrent qu'assez spontanément, la pratique régulière de la pleine conscience nous oriente vers davantage d'attention à autrui, davantage... meilleure qualité de relation humaine. Voilà. Et donc, tu vois, là, c'est le petit différent qu'on a entre toi, qui est quand même quelqu'un exigeant, qui a atteint un haut niveau de connaissance de ces approches méditatives, et moi qui suis pédagogue et soignant, et puis moins expérimenté que toi, et qui dit une étape après l'autre. Et je crois qu'on arrive aujourd'hui, après un quart de siècle finalement, de diffusion de ces pratiques méditatives laïques, de pleine conscience, à une deuxième étape où on comprend que maintenant on va pouvoir étoffer notre programme. On a parlé de la révolution de la pleine conscience, elle devrait être suivie par la révolution altruiste. Oui. Mais je crois qu'elle aura été préparée par ce travail sur la méditation, sur la pleine conscience. Donc là aussi, l'histoire est en marche, sans doute. Eh bien, ainsi soit-il.